Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette édition spéciale consacrée aux événements du 8 mai 1945 qui marque la capitulation sans condition de l'Allemagne, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale, mais on peut dire la Seconde Guerre aussi européenne, puisqu'il s'agit d'une guerre qui s'est déroulée en Europe. C'était un jour férié de commémoration en Europe et en France, plus particulièrement, symbolisant la victoire des Alliés sur celle de l'Axe, les forces de l'Axe. Mais chez nous, c'est une toute autre histoire qui s'écrit, une histoire qui commence démontrant qui sont sortis donc les Algériens le même jour. Ce même événement qui aurait pu être un moment de joie pour les Algériens s'est transformé, il faut le dire, en cauchemar. Sortis pour célébrer donc ce jour de victoire contre le fascisme, les Algériens ont été réprimés dans le sang et la sauvagerie par les forces françaises coloniales qui n'ont pas hésité, ne serait-ce qu'un seul instant, à réprimer la population, en larguant des bombes sur leur tête pour tuer et étouffer l'insurrection dans l'œuf, selon bien sûr les rapports de l'époque, puisque la France parlait d'insurgés, il faut le dire à l'époque. Retour donc ce soir sur cet événement tragique et ce crime contre l'humanité de l'histoire de l'Algérie et de sa lutte glorieuse pour l'indépendance. Tout de suite. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir donc de recevoir avec nous ici présent sur le plateau Lamine Cheri, journaliste algérienne. Lamine, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Hassan Arab, journaliste, mais également professeur en histoire à l'université. Merci Hassan Arab d'être avec nous. Merci. Nous rejoindra dans un petit moment de professeur Mustafa Khiati, auteur et président de la Forem. Est également avec nous Saad Lanani, député de la communauté algérienne de France. Et bien sûr, nous allons également recevoir tout à l'heure, qui va nous rejoindre, Hicham Lahmissi, analyste géopolitique, chroniqueur, chargé de cours à la Suisse UMEF de Genève. Pour commencer, on va quand même un petit peu planter le décor, parce qu'il s'agit quand même d'un fait historique, d'un travail de commémoration. L'Algérie, comme à chaque année, commémore ces événements du 8 mai 45 qui finalement ne sont pas des événements, mais plutôt réellement un massacre, Lamine Cheri. Oui, tout à fait. C'est un massacre en bonne et due forme. C'est un massacre qui confirme un peu la sauvagerie de la France, mais aussi par extension de l'Occident. Cette sauvagerie, ce massacre, j'allais dire, se poursuit toujours à Gaza, se poursuit toujours au sud du Liban. C'est un massacre qui ne se termine pas. C'est un massacre qui confirme le peu de respect qu'ont ces pays à l'endroit du droit international, par exemple. Donc effectivement, c'est un massacre. Il faudrait que la France, la France reconnaisse un peu ces crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés en Algérie. Ça, c'est le premier point. Le second point, je pense aussi qu'il faudrait dire que le 8 mai 45, aujourd'hui nous sommes le 8 mai 2026, l'Algérie a fait son chemin. L'Algérie aujourd'hui est un pays émergent, l'Algérie est un pays, j'allais dire, qui donne le là, notamment en Afrique. Donc de ce point de vue-là, je pense que nous avons fait du bon chemin. Oui, nous avons quand même effectivement progressé, nous avons aussi dépassé certains clivages, mais n'oublions pas cette mémoire, c'est ça. En fait, c'est ça le devoir de mémoire pour les générations à venir. Mais je voudrais revenir avec vous, Hassan Arab, sur le fait que comment ces événements ont commencé. Parce qu'on parle souvent du mai 45, mais on oublie que lorsque le monde entier était sorti pour célébrer, si vous voulez, la fin de la guerre mondiale, entre guillemets, ou Seconde Guerre mondiale, parce que de toute façon, il s'agissait d'une guerre qui était centrée dans un espace géographique très déterminé qui était l'Europe. Et bien sûr, une Europe qui avait donc tissé, si vous voulez, un petit peu des liens, mais pas vraiment des liens, puisqu'elle s'est un petit peu étendue vers d'autres pays où elle a colonisé, puisque l'Europe à l'époque se sont un petit peu partagés plusieurs pays d'Afrique.
Et donc la France ou l'Algérie était sous, si vous voulez, l'emprise de la France coloniale à l'époque. Donc finalement, ces Algériens sont sortis pour célébrer à leur tour également cette journée de victoire parce que on leur avait promis monts et merveilles. Donc ils se sont dit l'heure de l'affranchissement est venue, on va pouvoir respirer, nous ne serons plus sous le joug de la France. Mais hélas, ils ont vite déchanté parce que de toute façon, ces manifestations de joie se sont transformées carrément en massacre. C'est ça qu'il faut dire, c'est-à-dire ils ne se sont pas programmés pour s'insurger, ils sont sortis pour célébrer la joie. Célébré, donc c'était un massacre prémédité parce que on va effectuer un petit retour en arrière, c'est important. Oui. Pourquoi c'est prémédité? Parce que vers le début, janvier 1944, De Gaulle organise la conférence de Brazzaville. Là, il va prononcer un mot. Donc, je retiens que ce mot, donc de ce discours de Brazzaville, le progrès pour les colonies. Qu'est-ce que ça? Mais jamais l'indépendance ou bien l'autodétermination, parce qu'il avait dans sa tête de céder sur un certain nombre de questions, c'est-à-dire des petites réformettes pour un petit peu maintenir les colonies sous la domination française. À Brazzaville, les historiens disent aujourd'hui que la France va développer justement ce qu'on appelle la stratégie du massacre. Oui. Du massacre dans les colonies. Le premier massacre va intervenir en décembre 1944, justement, le 1er décembre 1944. Contre qui? Contre les tirailleurs sénégalais. Quand on parle de tirailleurs sénégalais, c'était pas simplement des Sénégalais, c'était des Africains. Tous les Africains, oui, voilà. Une dizaine de nationalités, etc. Mais comme il y avait un contingent plus fort sénégalais, les Algériens ont gardé cet impact. Voilà. Donc à Tiaroy, dans un campement militaire, la matinée du 1er décembre 1944, on va ramener des mitrailleuses pour mitrailler ces tirailleurs, ceux qui ont contribué à la libération. Mitrailler les mitrailleurs, c'est terrible. C'est les tirailleurs. Donc, c'était un massacre organisé, prémédité. Et pourquoi? Parce que ces derniers avaient simplement demandé leurs droits, c'est-à-dire les soldes, oui. Les arriérés des soldes qui n'ont pas été pris en charge par le gouvernement à l'époque provisoire que présidait De Gaulle. Donc là, c'est déjà une manière on avait annoncé la couleur. D'annoncer la couleur, voilà. Etc. Et puis le deuxième massacre, ça sera 8 mai 45. 8 mai 45, on doit rappeler que il y avait beaucoup de tirailleurs algériens qui ont pris part à la libération de la France et de l'Europe occidentale. Nos arrière-grands-pères et nos grands-pères. Donc, celui qui peut visiter aujourd'hui Cassino, il y a un cimetière d'Algériens à Cassino. Il y avait des milliers d'Algériens qui ont contribué donc à la prise symbolique de Monte Cassino. Connus pour leur bravoure, hein, entre guillemets, par rapport à l'armée française classique et réglementaire. Beaucoup de ces jeunes Algériens, ceux qui ont eu la chance d'échapper donc au massacre de Cassino, ils reviennent au mois de mai 45 et ils vont découvrir leur famille complètement rasée. Il y a un jeune, je reviens justement de Kharrata, oui. C'est la famille Hainouz, donc Kharrata. Il arrive, son père était... Juste après les massacres, Hassan. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent juste après les massacres sans pensant trouver leur... C'est toute la famille. Le père, la mère, les frères, etc. Le bonhomme est décimé et les corps ont été jetés au niveau donc des gorges de Kharrata, Cha'bet l'Akhras, qu'on appelle aujourd'hui le ravin de la fin du monde. Oui. Ces gens-là ne retrouvent même pas le corps de leur famille. Même pas. C'est-à-dire, ils arrivent à retrouver les corps de leur famille jetés? Jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, et c'est des milliers. Là, je donne un exemple. Un petit exemple. Mais c'était le même cas à Sétif, à Galma, à Gigel. C'est-à-dire que la sauvagerie porte un nom. Elle porte un nom. Voilà, c'est ça, c'est le mai 45. Voilà. Et c'était à Tlemcen. À Tlemcen, j'ai découvert donc les mémoires d'un soldat italien. Figurez-vous qu'avant l'abdication de l'Allemagne et de l'Axe, des forces de l'Axe, il y avait des prisonniers allemands en Algérie et des Italiens également.
Et le 8 mai 45, ils étaient mobilisés malgré eux pour participer à la répression. Et il y a quelqu'un, il y a un Italien qui raconte, là, il raconte, il dit, les rues étaient jonchées de cadavres. C'est-à-dire, il n'a même pas vu ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, ce qu'a fait la France en 1945 dépasse l'imaginaire même de ceux qu'on traitait de fascistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et puis, j'ai dit prémédité parce que c'est une stratégie qui a été bien réfléchie à partir de janvier 1944, mais aussi De Gaulle qui avait son quartier général à Alger, donc sur les hauteurs d'Alger à Albière, quand il quitte au mois d'août 1945, Oui. 44 plutôt, c'est-à-dire lors de la libération de Paris, quand il va se rendre à Paris, il va dire au général Martin, il faut faire très attention. Très attention. Il ne faut pas que l'Algérie vous échappe entre les mains comme un poisson. Donc Oui. là, et il leur a demandé d'utiliser tous Tous les moyens. les moyens. Pour raser cette population, au cas où elle penserait peut-être à vouloir Il y a sortir. même Voilà. il y a même un Telex qui l'a envoyé après même les massacres, c'est-à-dire 2 jours après les massacres. C'est pourquoi le massacre ne s'est pas Est-ce qu'on a simplement déroulé. la substance de ce que dit le Telex? Il félicite ses troupes ou Non, il leur a dit il faut appliquer exactement. Voilà. Il ne faut pas laisser ceux qui évoquent l'autodétermination faire entendre leur voix. C'est un texte dans lequel De Gaulle fait appel à la force, c'est-à-dire à la répression. Oui, utilisation de la force par tous les moyens. Très bien, Hassan. On va dire que la discussion n'est pas terminée, d'autant plus qu'elle devient de plus en plus intéressante. Mostafa Khiati, bonjour, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et je salue au passage vos invités. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Mostafa Khiati, on parlait du fait que ces Algériens étaient sortis comme toute la population mondiale pour célébrer la victoire ou la fin de la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme, mais ils ont fait, hélas, ils ont découvert ça à leurs dépens que le nazisme existe encore, puisque de toute façon, la France est encore plus fasciste. Ils se sont donc fait réprimer dans le sang. On n'a pas hésité, comme je le disais tout à l'heure, à bombarder donc ces populations carrément. C'est-à-dire qu'on a déployé les moyens les plus lourds sans aucune hésitation. Mais Hassan Arab a quand même fait quelques petites remarques qui étaient très intéressantes à partir du moment où on se pose la question, est-ce que réellement cette répression est venue comme réaction à celle des Algériens, ou est-ce que tout cela était carrément prévisible et donc on s'est un petit peu préparé pour ça? En fait, je parle du côté français, bien sûr. Hein. Absolument. Je pense que, d'abord, on ne peut pas exclure la préméditation, comme le dit Hassan Arab, et Kamel, le journaliste auteur de Constantine, de ce type, Kamel Bechaïh, ni même qu'il y a eu complot. En fait, moi, je pense qu'il y a l'esprit sanguinaire et destructeur de Bugeaud a prévalu durant toute l'occupation. Bugeaud a fait brûler des villages et tuer tous les habitants du village pour avoir uniquement considéré ou estimé qu'un morceau de pain a été donné à un des soldats de l'émir Abdel Kader. Donc c'est à peu près le même esprit, c'est-à-dire il faut écraser toute velléité dans l'œuf. Et ce qui explique la réaction de la France en 1945, lorsque vous avez quelques manifestants qui apparaissent à Sétif, on fait venir le tabord marocain, les Sénégalais, on fait déplacer des troupes de France, des escadrilles d'avions, on mobilise la marine, des chars, des tanks. Le général responsable du Constantinople arrive à Sétif le soir même. Donc, on a armé également la milice. D'Européens. Donc, il y avait si vous voulez, ce pressentiment que l'Algérie pouvait se détacher comme ça, surtout avec l'euphorie de la libération de l'Europe. Et pour eux, il fallait absolument arrêter cela. Et on retrouve le même esprit d'ailleurs en 1954, lorsque Mitterrand s'est déplacé dans les Aurès, donc 2 ou 3 jours, quelques jours après le déclenchement de la révolution de novembre, affirmant pratiquement la même attitude. C'est-à-dire que
tous les gens qui ont fait ça, c'est des rebelles et qu'il faut les écraser. On fait également, à cette occasion-là, fait venir les fameux officiers indigènes du Maroc, à leur tête par le général Parlange, pour justement essayer de mater cette nouvelle révolution, cette nouvelle insurrection. Donc je pense que ce qui s'est passé en 1945, c'était des massacres qui étaient préprogrammés. C'est-à-dire que les gens allaient réagir à toute velléité, quelle que soit son origine, avec la force la plus absolue. Et c'est ce qu'on a vu lorsque vous avez la marine, l'aviation, l'artillerie lourde. La grande armada, quoi. Voilà, c'est terrible contre des populations civiles. Et puis le massacre ne s'est pas arrêté. Le massacre a continué des semaines et des semaines, voire des mois. L'état d'urgence n'a été levé qu'en décembre. C'est-à-dire plus de 6 mois plus tard. Oui. Voilà. Eh oui, ça a duré presque une année. On est vraiment dans ce qu'on appellerait le modèle type de ce qu'on appellerait la répression ou le génocide actuellement, parce que les termes, peut-être qu'à l'époque, n'étaient pas très usités, mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc, tout atteste, tout le procédé atteste qu'il y a eu génocide. Saad Lalani, il faut dire que du côté algérien, le 8 mai n'a pas du tout la même signification que chez les Européens. Et on atteste de cela les événements, bien sûr, du 8 mai 45, où les Algériens ont été complètement réprimés. Mais certains disent même que ce 8 mai 45 était, si vous voulez, un petit peu cette flamme ou ces prémices d'une révolution imminente. Oui, merci de m'accorder la parole et je remercie également vos invités. Moi, je pense qu'effectivement, comme l'avaient signalé vos invités, il y a une notion de préméditation et une notion disons, de massacre programmé. Réfléchi. Et cela, en fait, découle Exactement. Cela découle, je pense, de l'essence même du colonialisme qui considère que la société et qu'il fallait la civiliser et la rendre humaine. Et en se déclarant ainsi, en déclarant cette politique, les Algériens, les autochtones étaient à l'époque des sous-humains et des esclaves et qui ne méritaient même pas la vie, qui n'avaient pas droit à la vie. Cette idée, cette philosophie coloniale produit inéluctablement ces massacres qu'on a vécus. Mais moi, je voulais surtout... je retiens personnellement la signification du 8 mai 45 sur le fait qu'à partir du 8 mai 45, il y a, on va dire, un clivage nationaliste et patriotique parce que avec les massacres que le colonialisme a produits en Algérie, il a carrément anéanti et détruit les dernières lueurs d'espoir qui persistaient chez certains dans une solution pacifique sous la colonisation. Donc du coup, à partir de ce moment-là, les élites nationales ont acquis une détermination et une volonté ferme d'évoluer vers l'indépendance. Et l'indépendance était franchement, je pense, la conséquence directe des événements du 8 mai 45 oui. Qui sont véritablement inhumaines. Oui, très bien, Saad Lalani. Donc finalement, l'ami Chiri, on aura quelque part compris. Hein, c'est une succession. L'histoire de l'Algérie, finalement, est une succession de massacres. Hein, parce que c'est de répression d'Algériens, de contestation, d'essayer d'étouffement de contestation. Et l'ami Chiri, comme je le disais tout à l'heure à Saad Lalani, pour beaucoup d'historiens, le 8 mai était un petit peu le déclencheur de ce qu'allait être par la suite ce mouvement de libération en Algérie. Oui, moi je dirais que... Entre autres, bien sûr. Absolument, je dirais que l'Algérie n'a jamais accepté la colonisation dès son début, j'allais dire. Tout à fait, oui. Je voudrais juste revenir sur un point important, celui des massacres. Moi ce qui m'intéresse, c'est un peu d'analyser un peu le phénomène. Je dirais que l'ADN du génocide existe chez les Occidentaux.
Hein, il y a cet ADN du génocide. Il est en veille. Parfois il est en veille, parfois il est en éveil, j'allais dire. Et ça explique les massacres en Algérie sans discontinuer, mais ça explique aussi les massacres ailleurs. Donc effectivement, il faudrait peut-être aujourd'hui analyser cet ADN de génocidaire. 8 mai 45, je garde toujours à l'esprit Gaza, je garde toujours à l'esprit le sud de Liban. Ceci explique cela. Hein. Il y a tellement de ressemblances dans le procédé que ça ne laisse pas de place au doute. C'est véritablement une ADN, oui. C'est une ADN raciste, hautaine, qui considère les êtres humains comme des sous-humains et eux, ce sont des gens qui apporteraient la civilisation. C'est important de dire cela pour un public non algérien. Et puisque cette chaîne, justement, s'adresse à nos amis algériens, à nos frères algériens en France, il est important pour eux qu'ils sachent comment s'est déroulé ce 8 mai 1945. Notre ami historien, il en a dit un bout, mais il est important parce que cette histoire-là n'est pas enseignée en France, hein, n'est pas enseignée en France. Au contraire, c'est le blackout total, hein, c'est le blackout total. Donc il est important pour nous aujourd'hui de faire cet effort de pédagogie, d'explication, pour dire ce qu'a véritablement fait la France en Algérie. Oui. Pas seulement en Algérie et ailleurs. Donc ça, pour moi, c'est un point fondamental. Peut-être un second point, si vous permettez, c'est qu'aujourd'hui, en Algérie, nous avons dépassé le traumatisme. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les Algériens sont sereins, les Algériens regardent devant eux et voient les choses de manière tout à fait, j'allais dire radieuse. Donc, nous avons dépassé ce traumatisme. Nous bâtissons une Algérie sans pour autant, justement, tourner cette page ou l'arracher. Donc, voilà, ces deux aspects me semblent importants. Hein. Il y a un déphasage en France, en Occident. Mais en Algérie, non, nous savons ce qu'ont subi nos ancêtres, nos grands-pères, nos pères, voilà. Absolument. C'est très très important ce que vous dites parce qu'au fait, les Algériens ne sont pas haineux, ils ne sont pas dans un conceptuel de haine, ils sont dans un concept de rétablir les vérités historiques. C'est ça, la reconnaissance. On va y revenir. Nous recevons Hicham Lhamissi qui vient donc de nous rejoindre, analyste géopolitique mais également chroniqueur. Hicham Lhamissi, bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Leïla, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors Hicham Lhamissi, 8 mai 45, on va dire une commémoration pour les Algériens, un jour de fête pour le monde entier. Très peu de gens peut-être connaissent que ce 8 mai 45 était une journée de massacre, était une journée de crime contre l'humanité en Algérie. C'est cet autre 8 mai 45 que célèbre aujourd'hui l'Algérie. Oui, tout à fait. Vous parlez de cet autre 8 mai 45 et j'avais écrit, il y a de nombreuses années, un article justement qui se nommait l'autre 8 mai 45 et qui mettait en avant le fait que dans l'histoire de France, on a une date qui est doublement similaire dans le sens où elle marquait d'un côté la reddition de l'Allemagne et quelque part le début ou l'entrevue de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'autre côté un 8 mai 45 marqué par un massacre génocidaire dans plusieurs localités d'Algérie et des massacres en fait qui se sont étalés quasiment sur 2 mois parce qu'on s'arrête souvent sur la date du 8 mai mais en réalité c'est un processus qui a été long et tout à l'heure j'entendais parler justement sur cette notion génocidaire alors sans rentrer dans la définition proprement juridique de la question ce qu'il faut regarder c'est que les massacres du 8 mai 45 ont été planifiés par l'administration française de l'époque, avec une idée qui était de dire que, avec justement la fin du conflit, les choses n'allaient pas pouvoir se poursuivre dans la même lignée, c'est-à-dire de la domination idéologique, et il fallait frapper fort. Et c'est quelque chose qui est particulièrement documenté, qui met en cause d'ailleurs le général de Gaulle, qui très clairement avait donné des ordres assez clairs sur la façon dont il fallait mener la répression, avec cette idée qui a d'ailleurs avait été reprise par le général Duval,
qui était en charge de l'Algérie à ce moment-là et qui partait de l'idée qu'il fallait marquer les esprits à travers en fait une répression de grande ampleur dans le cas où les Algériens eh bien réclamaient quelque chose, c'est-à-dire soit plus de droits, l'autonomie, l'indépendance, et c'est ce qui s'est déroulé avec des dizaines de milliers de morts, 45 000 morts selon les archives du consulat général des États-Unis à Alger. Et malheureusement aujourd'hui, la perpétuation d'une forme de déni qui enlève justement le droit aux Algériens d'être reconnus, du moins en France, dans les faits tels qu'ils se sont déroulés. Alors, tout à fait. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous avons pu assister à un système marque symbolique avec la présence à Sétif d'officiels français, notamment la ministre de la Défense. C'est déjà une première avancée, c'est déjà une forme de reconnaissance importante et j'espère en tout cas que ce travail de reconnaissance eh bien, se poursuive en ce sens et qu'un travail également de réparation symbolique, car c'est quelque chose qui est important. On va y venir justement par rapport à ce travail de réparation et surtout de reconnaissance. Déjà, on va y aller petit à petit. Mais le débat reprend juste après cette petite pause publicitaire et on revient au débat. Merci de nous retrouver à nouveau pour la suite de l'émission, de l'édition spéciale consacrée donc à la date du 8 mai 45. Hassan Arabe, je me tourne vers vous et on va dire que est-ce qu'aujourd'hui le temps est venu pour qu'on puisse parler non seulement d'un travail de reconnaissance, mais également d'un travail de réparation? Parce qu'on en a souvent évoqué ça, mais je ne sais pas pourquoi lorsqu'il s'agit de l'Algérie, il y a quelque chose qui bloque. Voyez par exemple les anciennes puissances coloniales, la Belgique qui a vraiment fait son mea culpa, ça n'a pas amoindri ne serait-ce que d'un iota de ce qu'on appellerait de sa valeur. Pourquoi la France actuelle, contemporaine, refuse de faire ce travail vis-à-vis de l'Algérie? Ceci d'un côté. Et puis surtout, on voulait parler tout à l'heure, comme le disait Hichem, des victimes de 8 mai 45. On parle de 45 000. C'est vrai, 45 000 ce qui a été recensé. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup plus. Mais ce qui étonne aujourd'hui, c'est qu'on entend des voix dissonantes qui disent ou qui remettent en cause ce chiffre, mais à la baisse. C'est terrible. C'est-à-dire, on est vraiment dans le négationnisme. On doit dire tout d'abord que les massacres, c'est-à-dire la tragédie du 8 mai 1945 n'a pas encore livré tous ses secrets. Bien sûr. Parce qu'il y a un chiffre, je pense que c'était un journaliste britannique qui a avancé à l'époque déjà 80 000 morts. Cette histoire des chiffres donne vraiment du fil à retordre à beaucoup d'historiens. Des chiffres, mais nous connaissons en quelque sorte, à travers les archives, l'ampleur du massacre. C'est une véritable tragédie, parce qu'il y avait des fosses communes, il y avait des corps qui ont été calcinés, qui ont été brûlés dans le four à chaud, notamment à Héliopolis, par Achiari. Donc Achiari, il avait mobilisé une armée de milices, des miliciens, donc c'était des colons bien armés. C'était la chasse aux faciès. C'est pourquoi l'aspect génocidaire y est. Je ne vous coupe pas, Hassan, je vais vous laisser, mais on va juste faire comme, vous voyez, pose sur image quelque part. C'est ça, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. C'est les colons qui sont utilisés comme une arme contre la population civile. C'est ce qui se passe en Palestine également. Et le faciès également. Mais non, attention, dans l'équation algérienne à l'époque, le lobby colonial était très, très puissant. C'est-à-dire, je peux même dire que le lobby colonialiste avait l'administration, toute l'administration française avec lui. Il avait fait plier, donc y compris De Gaulle à l'époque, c'est-à-dire c'est lui qui avait dicté, c'était les grands colons qui avaient dicté leurs lois. C'est pourquoi il a fait cette armée, attention, c'est-à-dire la chasse aux faciès, c'est-à-dire la chasse à l'arabe, était menée d'une manière systématique. À Guelma, c'était véritablement une chasse. On traquait les gens de jour
comme de nuit. Et puis, pour cacher, dissimuler les preuves, on avait donc enterré les gens dans des fosses communes, on a brûlé les cadavres, on a jeté les cadavres dans le ravin, donc dans les ravins, les gorges de Kharata, etc., etc. Donc il y avait cette volonté d'en finir. Vous évoquez maintenant la reconnaissance. Je pense que l'Algérie, non, depuis l'appel d'Alger du mois de décembre dernier, qui a été approuvé par l'Union africaine récemment. La criminalisation du colonialisme. Je pense que là, on passe de la dénonciation. Le constat, on l'a. Nous connaissons l'ampleur du drame. Le constat, nous exigeons. Maintenant, il faut pénaliser le crime. Criminaliser le colonialisme. C'est pourquoi je pense que c'est la démarche de l'Algérie est très très intéressante dans la mesure où on associe non seulement, c'est-à-dire c'est pas le cas de 8.045, c'est pas le cas des enfumades, c'est le phénomène colonial dans toute l'Afrique et ailleurs. Même en le Asie. Phénomène, la traite négrière qui était une manière également de coloniser, et l'apartheid. Donc c'est une démarche globale qui commence à donner ses fruits, le fait qu'elle soit approuvée par l'Union africaine. Et l'ONU vient de reconnaître également donc un aspect de cet appel d'Alger, c'est le fait d'avoir criminalisé la traite négrière. La traite négrière, c'était le début, si vous voulez, de la colonisation. Qui a ouvert la porte à ce qu'on a vu par la suite. À titre d'exemple, la France s'est abstenue de voter cette résolution aux Nations Unies. Il faut le rappeler. Pourquoi la France contemporaine garde ses vieux réflexes? Pourquoi elle s'obstine? Parce on a pu faire ce travail sur nous-mêmes. On a avancé l'Algérie, qui pourtant a été victime. Pourquoi la France reste campée sur cette position? Ce n'est plus la France coloniale. On peut espérer quand même qu'elle change de position. Quand je parle tout à l'heure d'Achiari, qui était donc un fasciste, c'est en tant que fasciste, un extrémiste, il va donc donner naissance, il va appuyer un courant pujadiste, après l'extrême droite, etc. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, en France, il y a un courant qui s'impose, notamment sur les médias. Pour le moment, on va rester dans le cadre des médias. Je pense que la France ne peut pas aujourd'hui reconnaître les crimes qu'elle a commis, non seulement en Algérie, mais juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le massacre de Sétif, il y a eu le massacre de Madagascar, 100 000 morts. On en parle très peu. Ah oui, à Madagascar, c'est aussi en 1947, c'était juste après. C'était pour les mêmes raisons. Le Cameroun, ce n'est que récemment qu'on a commencé. 500 000 morts. Pour vous dire, c'était à partir de 1945 jusqu'à 1951, 500 000 morts. Pour vous dire que la question coloniale, il faut l'envisager dans sa globalité et non seulement à travers des segments, c'est-à-dire à travers des crimes ciblés. Très bien, Hassan. Juste pour donner un petit peu quand même la chance à nos invités de s'exprimer, Mustafa Khayati. Je suis sûre que vous voulez absolument donc réagir par rapport à ce que vient de dire Hassan Arab. Non, je partage un peu l'approche. Par rapport aux fausses communes, aux enfumades, au fait de... Absolument. Il n'y a pas eu que les fausses communes. Il y a eu les fausses communes, les oueds, etc. Pour dissimuler les traces du crime. Brûler les corps dans des fours à chaux pour justement les faire disparaître totalement, pour qu'il n'y ait pas de traces. Donc, il y avait une volonté, premièrement, de faire du mal, le maximum de mal, et surtout d'effacer les preuves. Oui. C'est comme un criminel qui cherche à effacer les preuves, mais malheureusement, l'histoire est bâtie sur des faits têtus, et on vous rattrape à les rattraper. Et ce qui se passe, c'est passé Mais je pense que le problème des massacres de 1945 n'est pas encore tout à fait connu. C'est pour ça que ces occasions-là sont le moment pour demander aux historiens, à toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, d'essayer de travailler sur ça, d'essayer de sonder encore les mémoires qui sont encore vivantes
ou d'interroger les archives qui peuvent exister à droite et à gauche. Il y a certainement des écrits privés ou enfouis qui pourraient nous donner beaucoup d'informations. Hassan Arab a parlé justement d'un document qui parle de 80 000 morts, mais il y a également d'autres documents dans ce cadre-là. Et pour dire aux gens qui doutent qu'en fait, 45 000 morts, c'est un chiffre minimum, et que certainement que les massacres ont tué beaucoup plus de monde. Absolument. Les massacres ont touché tout l'Est algérien, et on sait que l'Est algérien, sur le plan démographique, abrite beaucoup plus de monde. Donc, ce qui fait qu'il y a eu énormément de morts, et c'est difficile d'estimer. Les estimations données par les Algériens ne sont en fait qu'une estimation minimale. Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette estimation minimale et c'est déjà beaucoup, 45 000. Alors, si on a vraiment les véritables chiffres, ça, on pourrait tomber à la renverse. Ça, c'est certain. Saad Lalani, alors la communauté algérienne qui donc vivait à l'époque en France, ce 8 mai 45 était pour elle aussi une date douloureuse. J'imagine aussi leur vécu à l'époque et ces informations ont dû mettre quand même, si vous voulez, ils ont jeté une sorte de conscience quelque part, ces Algériens qui se sont dit mais qu'est-ce qui arrive dans notre pays, pourquoi d'où cette implication directe qui a fait que la plupart de la communauté algérienne en France a répondu, si vous voulez, présent lorsque la première on dirait la balle qui a été tirée pour le 1er novembre pour déclarer la révolution qui commence. Oui, effectivement, moi, une sorte de déclic, quelque part. Oui, parfaitement. Je souscris totalement à ce qu'a dit votre invité, M. Lamine Chérif, concernant l'ADN du colonialisme, qui est une idéologie qui vise à déraciner l'être humain, en fait, à le massacrer, à le renvoyer au ciel. Son existence sur Terre n'a aucune valeur. Je suis également d'accord avec M. Hassan Arab quand il a évoqué la notion de pénalisation de la colonisation. Alors, nous, au niveau du Parlement algérien, on a voté cette année la loi de criminalisation de la colonisation. Et en fait, la société française actuellement, elle vit une dichotomie. L'image de l'Algérie en France, malheureusement, elle s'est arrêtée au 5 juillet 1962. Les Français ont du mal à faire le deuil de l'Algérie française. Et c'est pour cela qu'il y a un grand travail. On a les diplomates français qui sont revenus en Algérie ont intérêt à faire des efforts et de sensibiliser leur hiérarchie à la question du 8 mai 45, qui représente des massacres inqualifiables. Les massacres du 8 mai 45 de l'époque, les Algériens les ont vécus comme un coup de poignard dans le dos. C'était une joie de voir la coalition la coalition triompher et pour récompenser les Algériens, c'était ce massacre du 8 mai 45. Nous, en Algérie, je pense, autant en France qu'en Algérie, absolument, on a intérêt à chaque fois à commémorer cela parce que en commémorant, on produit en fait une deuxième naissance parce que, comme on le dit, l'oubli, c'est une seconde mort. Oui. Et c'est pour cela que la mémoire doit être toujours revivifiée et reconnue et traduite dans les faits devant la société algérienne. Tout à fait, M. Saad Lalani. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, on dit que c'est un travail, un devoir de mémoire. Nous faisons de cette date un devoir de mémoire en tant qu'Algériens et non pas un fonds de commerce, comme certains l'ont fait par le passé, et qui se sont transformés en bourreaux, encore plus sauvages que les bourreaux qu'ils ont subis. Et je fais allusion, bien sûr, à l'entité sioniste. Hicham Lahmissi, je me tourne vers vous. J'aimerais savoir avec vous, justement, aujourd'hui, ce travail de
mémoire, de quelle manière pourrait-il se faire? Surtout que c'est un travail mémoriel qu'il faut qu'il soit dépassionné, parce que c'est ça, on cherche l'objectivité, mais l'objectivité a aussi besoin d'archives. Et c'est ça le problème qui se pose aujourd'hui, plus que jamais. Le travail de mémoire, il se fait d'abord par une confrontation à la vérité historique, même s'il peut toujours y avoir une orientation dans la lecture de l'histoire, mais il y a déjà les sources historiques, les preuves telles qu'elles existent. Et il y a aussi le travail de diffusion des faits, diffusion de l'information. Et à ce titre, j'anime demain une conférence justement sur la commémoration des massacres du 8 mai 45 à Annemasse à 19h, à proximité de Genève, côté français. J'aimerais bien qu'on voit aussi l'affiche. Oui, j'aimerais bien quand même qu'on puisse voir un petit peu l'affiche de cette conférence que vous allez animer demain avec notre réalisateur. Oui, allez-y, Hichem, continuez. Donc, avec notamment des juristes internationaux pour la qualification de ces crimes, et historiens et également cinéastes, pour une réflexion qui soit une réflexion profonde sur cette date qui, dans l'histoire de France, relève quelque part du déni. Moi, pour ma part, les massacres de Sétif, Guelma et Kharrata, je les connais d'abord à travers des récits familiaux, parce que ma famille maternelle est originaire de Guelma, et donc il y a une dimension très symbolique et très particulière liée à ces massacres, dont même les jeunes générations, en fait, ont connaissance à travers des témoignages qui leur ont été livrés par leurs grands-parents, parfois arrière-grands-parents, parfois même parents pour les plus âgés, et c'est quelque chose qui a particulièrement marqué les esprits. Et moi, ce que je voudrais dire, et j'aimerais réagir par rapport à ce qui a été dit un peu plus tôt sur la question de savoir pourquoi il existait ce déni en France. Ce déni, il existe en France pour une raison assez simple, c'est que la France a bâti son discours de colonisation sur l'idée d'une supériorité de valeur, d'une supériorité de civilisation et une animalisation, une infériorisation de l'arabe, du musulman. Dès lors que la colonisation française a utilisé des moyens qui sont des moyens barbares, des moyens de destruction massive. La colonisation française, c'était le fait de couper systématiquement les têtes, c'était le fait de s'adonner à la torture, de commettre des massacres de masse, d'exterminer des tribus entières. Dès lors, le fait de se confronter à cette histoire veut dire que tout le narratif, tout le mythe de ce discours universaliste qui a été porté, il est vrai, dans la philosophie des Lumières, un certain universalisme français qui, du point de vue intellectuel, est très sincère et a quelque chose de grandiose, d'universel, c'est vrai. Mais de l'autre côté, la manifestation, l'exécution de ces massacres, le traitement qui a été fait au peuple colonisé s'inscrivent en réalité dans une idéologie, puisqu'on parlait tout à l'heure d'idéologie raciste, en fait le racisme colonial qui a été repris d'ailleurs par Hitler. Hitler n'a fait que s'inspirer de ce qui existait dans les pratiques racistes coloniales. L'enfumage, le fait d'exterminer des tribus entières par le gaz, c'est pas Hitler qui l'a inventé, c'est la colonisation française. Le discours sur la hiérarchie des races, il a été porté et mis en avant par quelqu'un comme Jules Ferry, qui a été l'un des principaux promoteurs de la colonisation et de la destruction de l'Algérie. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est de voir que dans l'état du débat en France, d'une certaine France, pas toute la France, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont honnêtes intellectuellement et qui reconnaissent tout à fait ces crimes et qui sont prêts à l'assumer, mais dans un certain débat, certaines droites, extrême droite fascisante en France, on en est aujourd'hui à remettre en cause des faits, à dénigrer les Algériens lorsqu'ils réclament simplement que la vérité soit faite, tout en même temps célébrant ce qui a été lié aux épisodes du génocide juif, des massacres qui sont considérés par les diasporas arméniennes ici comme un génocide. Et là, on est dans un deux poids, deux mesures qui est absolument inacceptable et une image de dénigrement de l'Algérie avec des discours racistes infondés. Lorsque l'armée française conquiert l'Algérie, Alger est l'une des villes les plus riches du monde. En fait, l'Algérie est florissante. C'est un territoire riche, un territoire encore brillant sur certains aspects. Et les archives militaires et lettrés, surtout lettrés, contrairement à ce qu'on dit. 100% des hommes, du moins une grande partie des femmes, savaient lire et écrire à ce moment-là, tandis que moins de 20% des soldats français qui débarquaient en Algérie savaient lire. Ils signaient généralement à travers une croix. Au moment de l'indépendance algérienne, 1962, 95% de la population algérienne est totalement analphabète, dans un pays où les plus vieilles universités algériennes, notamment l'université de Alger, sont plus anciennes que les universités françaises. Et c'est ça qui est absolument scandaleux. Et nous ne sommes pas sortis de cette
vision des choses, alors même qu'aujourd'hui l'Algérie est en plein développement, en plein boom économique, stratégique. On l'a vu encore hier avec la visite du président Tebboune en Turquie, auprès des grands dirigeants du monde, a reçu en grande pompe. Et je pense que ça résume beaucoup de choses. Mais du point de vue algérien aussi, il faut savoir regarder devant, ne pas oublier le passé, ne pas rester dans une dimension qui n'a jamais été celle des Algériens, que certains médias d'extrême droite française attribuent aux Algériens, c'est-à-dire une dimension victimaire. Les Algériens ne s'inscrivent absolument pas dans cette logique. Les Algériens ne font pas partie de ces diasporas victimaires, pleureuses, réclamant de l'argent, des remboursements indus. Les Algériens ne sont pas dans cette logique. L'Algérie doit regarder devant. Elle a, à travers l'épreuve qui a été celle de la révolution, à travers celle du colonialisme, est capable aujourd'hui d'offrir au monde justement un discours d'universalité puissant. Et l'Algérie aujourd'hui est en train de se construire, d'aller dans la meilleure des directions. Merci beaucoup, Hichem. Vous avez tout dit, au fait. Et vu qu'il ne nous reste moins que 5 minutes, alors, monsieur, je sais que je n'ai pas vraiment réparti la parole de manière peut-être un peu équitable, mais quand même, je voudrais vous donner à chacun le dernier mot. Je commence par vous, l'ami chéri. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit notre ami. Brièvement, Lamina. Mais vraiment très brièvement. Le problème de la France officielle, c'est un problème de déni de justice. La France officielle aujourd'hui est totalement, ses médias, ses politiques, à quelques exceptions près, sont totalement sous la coupe, j'allais dire, du sionisme français. Merci. Donc, bien entendu, ce courant-là s'inscrit en porte-à-faux contre tout ce qui est historique, fait avéré et tout cela. Et ils essayent de victimiser, j'allais dire, l'Algérie en lui portant le chapeau que c'est un pays qui est toujours dans la rhétorique historique et tout ça. C'est pas vrai du tout. L'Algérie est ouverte sur le monde. L'Algérie fait des affaires avec les grands pays de ce monde. Et donc la France a aujourd'hui besoin j'allais dire, de se dépêcher parce que le temps passe et le train a déjà démarré. Oui, et je vous en dis pas plus. Hein. Saad Ladani, en quelques secondes, Saad Ladani. Écoutez, pour moi, le 8 mai 45, en fait, c'est le feu vert pour l'indépendance de l'Algérie et la révolution du 1er novembre 54. Merci beaucoup, Saad, pour être concis. Monsieur Mustafa Khiati. Je ne sais pas si M. Mustafa Khiati est avec nous. Ah, il est parti. On le salue bien. Hassan, je voulais conclure avec vous. On doit dire que malgré l'ampleur du massacre, malgré les disparitions, malgré la destruction des villages entiers, le 8 mai 1945 reste un moment de basculement dans notre histoire parce qu'il va ouvrir la voie à l'essentiel, au passage à l'action directe. Exact. Et l'annonce le 1er novembre. Et c'est pourquoi, je pense que vous avez parlé du devoir de mémoire. Le président de la République, il n'a pas choisi le 8 mai comme journée nationale de la mémoire. C'est très très important. Ce n'est pas arbitraire. Nous savons l'importance qu'il accorde au 1er novembre, mais le 8 mai, c'est également très très important. Oui, exactement. Je crois que toutes les dates de la révolution algérienne et bien avant sont très importantes, à compter même des mouvements d'insurrection contre le colonialisme français. Ça atteste en tous les cas d'une chose, que les Algériens savent résister depuis longtemps, ne supportent pas justement le joug et qu'aujourd'hui ils ont montré qu'ils étaient très résilients. Merci à vous plutôt de nous avoir suivis pour cette édition spéciale consacrée 8 mai 45. Merci à tous nos invités qui étaient avec nous. Alors quand même, je vais quand même rappeler un à un. Était avec nous Mustafa Khiati, auteur et président de la FOREM. Hassan Arabe, vous êtes journaliste, mais également professeur d'histoire. Lamine Chiri, journaliste qui a toujours répondu présent. Saad Ladani, député de la communauté algérienne en France, établi en France. Et Hichem Lahmissi, analyste géopolitique et également chroniqueur chargé de cours à la UMF Suisse. Merci à tous d'avoir été avec nous. Au revoir.